Le 15 août 1996, 4 alpinistes expérimentés ont disparu sans laisser de traces sur les pentes du Mont Blanc. Stefan Müller, Ingrid Hoffmann, Jean-Luc Renaud et Sophie Caron étaient des grimpeurs chevronnés qui connaissaient parfaitement la montagne. Pendant 18 longues années, leurs familles ont cherché des réponses, organisant des recherches, consultant des voyants, explorant chaque théorie possible. Puis, en 2014, le réchauffement climatique a révélé quelque chose d'extraordinaire. Un sac à dos enterré dans la glace, contenant des équipements de photographie et des pellicules parfaitement conservées. Ce que ces images ont révélé a transformé une tragédie alpine en une affaire criminelle internationale qui remettait en question tout ce que nous pensions savoir sur cette disparition. Comment 4 innocents touristes ont-ils pu devenir les témoins involontaires d'une opération si dangereuse qu'elle leur a coûté la vie? Et pourquoi a-t-il fallu attendre 18 ans pour découvrir la vérité? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez des affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Chamonix-Mont-Blanc, niché dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie, était déjà en 1996 une destination de renommée mondiale pour l'alpinisme. Cette commune de 9000 habitants voyait défiler chaque année des dizaines de milliers de visiteurs, attirés par le sommet mythique qui culmine à 4809 mètres. Le massif du Mont Blanc, partagé entre la France, l'Italie et la Suisse, offrait des défis techniques qui séduisaient les grimpeurs du monde entier. Stefan Müller, 28 ans, était ingénieur en mécanique de précision à Munich. Depuis l'adolescence, il consacrait tous ses week-ends et vacances à l'alpinisme. Grand, mince, avec des cheveux blonds coupés courts et des yeux bleus perçants, Stefan était connu pour sa méticulosité et son approche scientifique de la montagne. Il planifiait chaque expédition avec une précision allemande, étudiant les cartes topographiques, les conditions météorologiques et les rapports d'autres alpinistes. Ses amis le surnommaient « le professeur », pour sa tendance à expliquer les techniques de sécurité avec une précision académique. Ingrid Hoffmann, 26 ans, était photographe professionnelle spécialisée dans les sports extrêmes. Elle avait rencontré Stefan lors d'une expédition dans les Dolomites en 1994, et depuis ils formaient un couple inséparable autant dans la vie qu'en montagne. Ingrid avait des cheveux châtains qu'elle portait toujours en queue de cheval lors des ascensions, et ses yeux verts reflétaient une détermination farouche. Elle était plus petite que Stefan, mais compensait par une force physique impressionnante et une agilité remarquable sur les parois rocheuses. Son travail l'amenait à documenter des expéditions dans le monde entier, et elle avait développé une expertise unique pour photographier en conditions extrêmes. Jean-Luc Renaud, 29 ans, était né et avait grandi à Chamonix. Fils d'une famille de guides de montagne, il avait commencé l'alpinisme dès l'âge de 12 ans avec son père. Brune, musclée, avec un sourire chaleureux et un accent savoyard prononcé, Jean-Luc connaissait le Mont Blanc comme sa poche. Il travaillait comme guide professionnel et était respecté dans la communauté locale pour son expertise et son sang-froid en situation de crise. Sa connaissance intime du massif incluait non seulement les voies classiques, mais aussi les passages secrets, les refuges abandonnés et les chemins utilisés par les contrebandiers depuis des générations. Sophie Caron, 25 ans, était étudiante en géologie à l'université de Grenoble. Elle préparait une thèse sur la formation géologique des Alpes et passait ses étés à effectuer des relevés sur le terrain. C'était une jeune femme aux cheveux noirs bouclés, aux yeux marrons pétillants d'intelligence et d'une curiosité scientifique insatiable. Elle avait rencontré Jean-Luc lors d'une conférence sur la géologie alpine, et leur relation s'était développée autour de leur passion commune pour la montagne. Sophie était une alpiniste accomplie, combinant sa formation scientifique avec une approche intuitive de l'escalade. Le groupe s'était formé au printemps 1996 lors d'une rencontre à l'École nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix. Stefan et Ingrid étaient venus pour un stage de perfectionnement,
tandis que Jean-Luc y donnait des cours et que Sophie participait à un séminaire sur la géologie de haute montagne. Rapidement, ils avaient découvert une complicité naturelle et une approche similaire de l'alpinisme, sérieuse, respectueuse de la montagne, mais sans pour autant renoncer à l'aventure. L'idée de l'expédition d'août avait germé durant ces journées d'entraînement. Jean-Luc connaissait une voie peu fréquentée sur la face nord du Mont Blanc, un itinéraire technique qui offrait des vues spectaculaires et évitait les foules de touristes. Stéphane avait immédiatement été séduit par le défi technique, tandis qu'Ingrid voyait là une opportunité de réaliser des photographies uniques. Sophie, quant à elle, était fascinée par la possibilité d'étudier les formations rocheuses de cette partie du massif. Pendant des mois, ils avaient échangé des lettres et des coups de téléphone pour préparer leur expédition. Stéphane avait établi un planning détaillé, calculant les temps de marche, les points de repos et les conditions météorologiques optimales. Ingrid avait préparé son équipement photographique, incluant plusieurs appareils photos et des objectifs spéciaux pour les conditions de haute montagne. Jean-Luc avait obtenu toutes les autorisations nécessaires et réservé les hébergements. Sophie avait rassemblé son matériel de géologue et étudié les cartes géologiques de la région. À cette époque, Chamonix était une communauté soudée où tout le monde se connaissait. Les guides, les commerçants, les secouristes et les habitants formaient un réseau informel mais efficace de surveillance mutuelle. Chaque départ d'expédition était noté. Chaque retour était attendu. Les familles des alpinistes avaient l'habitude de ces absences, mais elles restaient toujours vigilantes. La saison d'été 1996 avait été particulièrement favorable à l'alpinisme. Les conditions météorologiques étaient stables, avec des fenêtres de beau temps qui permettaient aux grimpeurs d'envisager des ascensions ambitieuses. Le refuge du Goûter, point de passage obligé pour de nombreuses voies, affichait complet plusieurs semaines à l'avance. Les hélicoptères de secours étaient régulièrement sollicités, mais pour des interventions de routine, épuisement, petites blessures ou simple peur de redescendre. L'économie locale dépendait largement de ce tourisme alpin. Les magasins de matériel d'escalade, les restaurants, les hôtels et les services de guide généraient des revenus importants durant les mois d'été. Cette prospérité créait une atmosphère détendue et bienveillante, où les visiteurs étrangers étaient accueillis avec chaleur et où l'entraide était naturelle. Le 15 août 1996 était un jeudi. La France célébrait l'Assomption, et de nombreuses familles profitaient de ce jour férié pour des escapades en montagne. À Chamonix, l'animation était palpable dès les premières heures de la matinée. Les téléphériques ronronnaient, chargés de touristes et d'alpinistes, tandis que les terrasses des cafés accueillaient ceux qui préféraient admirer les sommets depuis la vallée. Stéphane et Ingrid étaient arrivés la veille au soir depuis Munich, après un voyage de 6 heures en voiture. Ils avaient retrouvé Jean-Luc et Sophie au Café de la Poste, un établissement prisé des guides et des alpinistes locaux. L'ambiance était détendue. Les 4 amis discutaient de leur itinéraire tout en savourant une fondue savoyarde. Jean-Luc avait confirmé que les conditions étaient idéales, ciel dégagé, vent faible, température stable. « Demain sera parfait », avait-il déclaré avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait intimement les caprices de la montagne. Le matin du 15 août, il s'était levé à 4h30. Le petit hôtel où logeaient Stéphane et Ingrid était encore plongé dans le silence, mais la propriétaire, Madame Jacqueline Fontaine, s'était levée spécialement pour leur préparer un petit déjeuner copieux. Cette femme d'une 50aine d'années, veuve d'un guide décédé en avalanche, avait l'habitude des alpinistes. Elle connaissait l'importance d'un bon repas avant une ascension exigeante. « Vous partez pour combien de jours ?» avait-elle demandé en servant du café fumant. « 3 jours maximum », avait répondu Stéphane, dans un français approximatif. « Nous redescendons dimanche soir. » Ingrid avait soigneusement vérifié son équipement photographique, glissant les pellicules dans des étuis étanches. Elle emportait 2 appareils photo, un Nikon F4 pour les photos en couleur et un Leica M6 pour les clichés en noir et blanc. L'équipement était lourd, mais elle refusait de faire des compromis sur la qualité. « Ces montagnes méritent les meilleurs clichés », disait-elle souvent.
À 5h30, Jean-Luc était venu les chercher au volant de sa Land Rover Defender, un véhicule robuste adapté aux chemins de montagne. Sophie l'accompagnait, portant son sac à dos orange vif qu'elle avait reçu pour ses 20 ans. Ses parents, qui vivaient à Lyon, s'inquiétaient toujours de ses expéditions, mais ils avaient appris à faire confiance à son expérience et à sa prudence. Le trajet jusqu'au téléphérique de l'Aiguille du Midi avait duré 20 minutes. À cette heure matinale, la route était peu fréquentée, et ils avaient pu admirer le lever du soleil sur les sommets environnants. L'atmosphère dans la voiture était détendue, mélange d'excitation et de concentration, qui précède toujours une belle expédition. « Regardez comme la lumière est belle sur le Mont Blanc », avait murmuré Ingrid, appareil photo déjà en main. « Si nous avons cette luminosité durant toute l'ascension, mes photos seront magnifiques. » Jean-Luc avait souri. « Ingrid, tu sais que nous allons grimper, pas poser pour un magazine. Pourquoi pas les deux ?» avait-elle répliqué avec malice. Au téléphérique, ils avaient croisé d'autres groupes d'alpinistes. Les conversations étaient amicales, chacun partageant des informations sur les conditions, les voies choisies, les prévisions météorologiques. Cette solidarité spontanée était l'une des beautés de l'alpinisme. En montagne, tous les grimpeurs forment une grande famille. Pierre Grandjean, un guide chevronné qui accompagnait un groupe de clients anglais, avait salué Jean-Luc. « Alors, vous prenez quelle voie ?»« Nous allons par l'arête nord », répondit Jean-Luc. Passage par le couloir des Italiens, puis bivouac au refuge Valo. Excellente idée, il y aura moins de monde. Nous prenons la voie normale. Mes clients ne sont pas assez expérimentés pour autre chose. Stéphane avait apprécié cette approche responsable. Trop d'accidents arrivaient parce que des guides acceptaient d'emmener des clients sur des voies au-dessus de leurs capacités, cédant à la pression commerciale. À 7h15, ils avaient quitté la station d'arrivée du téléphérique à 3842 mètres d'altitude. Le froid était vif et leur respiration formait de petits nuages blancs dans l'air raréfié. Ingrid avait pris ses premières photos, immortalisant le départ de leur aventure. Sur l'un des clichés, on pouvait voir Stéphane ajustant son casque, Jean-Luc vérifiant les cordes et Sophie consultant une carte géologique. L'itinéraire choisi par Jean-Luc évitait les voies les plus fréquentées. Ils avaient longé l'arête nord par un sentier technique qui demandait une attention constante, mais qui offrait des panoramas exceptionnels sur la vallée de Chamonix. Sophie s'arrêtait régulièrement pour examiner les formations rocheuses, expliquant à ses compagnons l'histoire géologique de ces montagnes vieilles de plusieurs millions d'années. « Regardez cette strate », disait-elle, en désignant une couche de roches particulière. Elle s'est formée quand cette région était encore sous l'océan. Ces montagnes ont émergé lors de la collision entre les plaques tectoniques africaines et européennes. Stéphane, fasciné par cette approche scientifique, posait de nombreuses questions. Ingrid immortalisait ces moments d'échange, consciente que ces images témoigneraient de la passion qui les animait. Vers 10h, ils avaient de fait une pause dans un petit refuge en pierre, construit par les guides locaux pour offrir un abri temporaire. Jean-Luc avait préparé du thé sur un réchaud portable et ils avaient partagé des barres énergétiques. L'ambiance était excellente, chacun se réjouissant de cette journée parfaite. « Nous sommes dans les temps », avait annoncé Jean-Luc en consultant sa montre. « Si nous maintenons ce rythme, nous arriverons au refuge Valo vers 15h. »« Parfait », avait répondu Stéphane. « Cela nous laissera le temps de nous reposer avant l'ascension finale demain matin. » C'est vers 11h30 que leur destin a basculé. Ils progressaient sur une corniche étroite lorsque le bruit d'un hélicoptère les a fait lever la tête. Ce n'était pas inhabituel. Les hélicoptères de secours, de transport de matériel ou d'évacuation médicale étaient fréquents dans la région. Mais cet appareil avait quelque chose de différent. Il vole bizarrement, avait remarqué Sophie, les yeux plissés pour mieux voir. L'hélicoptère, un modèle militaire noir sans marquage visible, évoluait à basse altitude entre les sommets. Il suivait une trajectoire inhabituelle, évitant soigneusement les zones habituellement fréquentées par les alpinistes. Jean-Luc, qui connaissait tous les appareils utilisés dans la région, ne l'avait jamais vu auparavant. « Ce n'est ni la gendarmerie, ni les secours », avait-il murmuré intrigué.
Ingrid, l'instinct du photographe en éveil, avait saisi son appareil photo équipé d'un téléobjectif. « Il y a quelque chose de bizarre. Regardez, il transporte une charge externe. » Effectivement, l'hélicoptère portait une charge suspendue sous son fuselage. À cette distance, il était difficile de distinguer précisément de quoi il s'agissait, mais la forme était inhabituelle pour du matériel de secours ou de construction. « Prenons quelques photos », avait suggéré Stéphane. « Si c'est un exercice militaire, cela pourrait être intéressant. » Ingrid avait déclenché son appareil, prenant une série de clichés pendant que l'hélicoptère effectuait plusieurs rotations au-dessus d'une zone isolée du massif. Les images saisies montraient clairement l'appareil, sa charge, et surtout un détail qui allait se révéler crucial. Un deuxième hélicoptère, plus petit, qui semblait faire le guet. « Il y en a un autre », avait chuchoté Jean-Luc, pointant du doigt vers l'est. Le deuxième appareil était positionné de manière à surveiller les accès à la zone. Ses mouvements étaient coordonnés avec le premier, suggérant une opération planifiée et organisée. Sophie, qui observait la scène avec des jumelles, avait remarqué autre chose. Il y a des hommes au sol. Regardez près de ce rocher en forme de triangle. Effectivement, plusieurs silhouettes étaient visibles sur un replat rocheux. Elles semblaient décharger quelque chose de l'hélicoptère principal. La distance et la luminosité rendèrent l'observation difficile, mais il était clair qu'une opération importante était en cours. « Nous devrions partir », avait murmuré Jean-Luc, soudain inquiet. « Si c'est une opération officielle, nous ne devons pas être là. Si ce n'est pas officiel... » Il n'avait pas terminé sa phrase, mais tous avaient compris. Dans les Alpes, les histoires de contrebande étaient aussi vieilles que les montagnes elles-mêmes. Cigarettes, alcool, armes, drogue. Les passages secrets entre les pays avaient toujours tenté les trafiquants. Malheureusement, leur présence n'était pas passée inaperçue. Le pilote du deuxième hélicoptère avait repéré leur groupe sur la corniche. 4 personnes avec des équipements d'alpinisme, dont une qui tenait clairement un appareil photo, représentaient un risque inacceptable pour l'opération en cours. « Ils nous ont vus », avait constaté Stéphane en observant les mouvements du petit hélicoptère qui se rapprochait de leur position. « Partons maintenant », avait ordonné Jean-Luc, rangeant rapidement son matériel. Mais il était trop tard. Le petit hélicoptère s'était positionné de manière à leur couper la route du retour, tandis que des hommes équipés descendaient en rappel depuis l'appareil. Ces individus portaient des vêtements civils, mais se déplaçaient avec la précision et la coordination de militaires expérimentés. « Par là », avait chuchoté Jean-Luc, désignant un passage étroit entre 2 rochers. « Il y a un couloir qui descend vers la face est. Nous pouvons nous cacher et attendre qu'ils partent. » Le groupe s'était engagé dans ce passage, mais leurs poursuivants connaissaient manifestement la montagne. Ils avaient anticipé cette fuite et positionné d'autres hommes pour couper les voies d'échappatoire. Réalisant qu'ils ne pourraient pas échapper à leurs poursuivants, Ingrid avait pris une décision cruciale. Profitant d'un moment où ils étaient cachés derrière un éperon rocheux, elle avait retiré les pellicules de ses appareils photos et les avait glissés dans une pochette étanche qu'elle avait ensuite dissimulée dans son sac à dos. « Que fais-tu » avait demandé Stéphane haletant. « Si quelque chose nous arrive, au moins les preuves existeront, » avait-elle répondu, les yeux brillants de détermination. Elle avait ensuite soigneusement caché son sac à dos principal dans une anfractuosité de rocher, le recouvrant de pierres pour le dissimuler. Seuls quelques équipements de base étaient restés dans un sac plus petit qu'elle gardait avec elle. « Ingrid, nous allons nous en sortir », avait tenté de la rassurer Stéphane. « Peut-être, mais au cas où... » Jean-Luc avait compris la sagesse de ce geste. « Tu as raison. Si ce sont vraiment des criminels, ils ne nous laisseront pas repartir avec des preuves. » Vers 13h, ils avaient été encerclés près d'un petit lac glaciaire. Leurs poursuivants, au nombre de 6, s'étaient révélés être des hommes aguerris, parlant plusieurs langues avec des accents slaves. Leur chef, un homme d'une 40aine d'années aux cheveux gris, s'était adressé à eux en français avec un accent prononcé. « Vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir », avait-il déclaré sans préambule. « Nous ne savons rien », avait répondu Jean-Luc tentant de négocier. « Nous sommes juste des touristes en montagne. » Avec un appareil photo professionnel, avait rétorqué l'homme en désignant l'équipement d'Ingrid.
Vous avez pris des photos. Stéphane avait tenté de mentir. Nous photographions seulement le paysage. Nous ne nous intéressons pas à vos affaires. Montre-moi les pellicules, avait ordonné le chef. Ingrid avait sorti les pellicules de son petit sac, des pellicules vierges qu'elle gardait toujours en réserve. Voilà tout ce que nous avons. L'homme avait examiné les pellicules, mais quelque chose dans l'attitude d'Ingrid l'avait mise en alerte. « Fouille son sac », avait-il ordonné à l'un de ses hommes. La fouille n'avait rien révélé d'autre que du matériel d'alpinisme standard. Mais le chef restait suspicieux. « Où est l'autre sac ?»« Quel autre sac ?» avait demandé Stéphane, essayant de gagner du temps. La femme avait un gros sac à dos ce matin. « Nous vous avons observé depuis le téléphérique. » Le cœur de Sophie s'était serré. Ces hommes les surveillaient depuis le début de leur ascension. Ils étaient tombés dans un piège dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence. Après plusieurs minutes de recherche infructueuse, le chef avait pris une décision qui changerait tout. « Nous ne pouvons pas prendre le risque », avait-il déclaré à ses hommes dans une langue que nos 4 alpinistes ne comprenaient pas. Ce qui s'était passé ensuite, les familles ne l'apprendraient qu'en 2014, quand les pellicules d'Ingrid seraient enfin développées. Les dernières photos montraient l'approche des hommes armés, le visage terrifié de Sophie, Stéphane tentant de protéger Ingrid et Jean-Luc essayant de négocier jusqu'au bout. Quand le groupe ne s'était pas présenté au refuge Vallot le soir du 15 août, l'alerte avait été donnée. Jean-Luc était un guide expérimenté et son retard était inhabituel. Pierre Grandjean, qui l'avait croisé le matin, avait confirmé leur itinéraire au secours. Le 16 août au matin, une équipe de secours dirigée par le capitaine Michel Laroche avait été déployée. Laroche, un homme de 45 ans qui dirigeait le peloton de gendarmerie de haute montagne depuis 10 ans, connaissait parfaitement les risques du Mont Blanc. Chaque année, la montagne réclamait son tribut de victimes, et les disparitions n'étaient malheureusement pas rares. « Nous allons commencer par leur itinéraire prévu », avait-il annoncé à son équipe. Ils ont pu être bloqués par une chute de pierre ou un accident. Les recherches s'étaient concentrées sur l'arête nord et le couloir des Italiens. 3 hélicoptères avaient survolé la zone, utilisant des caméras infrarouges pour détecter d'éventuels signaux de détresse. Des équipes au sol avaient exploré chaque recoin accessible, appelant les disparus, scrutant les crevasses, examinant les moindres traces. « Nous avons trouvé quelques empreintes près du refuge en pierre », avait rapporté l'adjudant-chef Bernard Martel. Elles correspondent à la pointure de chaussures d'alpinisme, mais impossible de déterminer si c'est notre groupe. La famille Müller était arrivée de Munich le 17 août. Klaus et Greta Müller, parents de Stéphane, étaient des gens simples qui ne parlaient pas français. Leur détresse était palpable, et ils ne comprenaient pas comment leur fils, si prudent et méthodique, avait pu disparaître sans laisser de traces. « Stéphane planifie toujours tout », répétait Klaus Müller à travers un interprète. « Il a des plans de secours pour ses plans de secours. Ce n'est pas possible qu'il soit juste disparu. » Plusieurs hypothèses avaient été envisagées par les enquêteurs. La première, et la plus évidente, était l'accident d'alpinisme. Chute de pierre, avalanche, chute dans une crevasse. Les montagnes étaient imprévisibles. Et même les alpinistes les plus expérimentés pouvaient être victimes de la malchance. « Nous avons examiné les conditions météorologiques », avait expliqué le capitaine Laroche aux familles. Le 15 août était une journée stable, sans risque d'avalanche particulier, mais les chutes de pierre sont toujours possibles. La deuxième théorie était l'erreur de navigation. Peut-être le groupe s'était-il égaré, avait-il pris une mauvaise route et était-il tombé dans une zone inaccessible. Mais cette hypothèse semblait peu probable avec Jean-Luc comme guide. Il connaissait chaque sentier, chaque rocher du massif. Jean-Luc a grandi ici, avait affirmé sa mère Marcel Renaud. Il connaît ces montagnes mieux que sa propre maison. Il ne se serait jamais perdu. La troisième théorie, plus sombre, était l'accident avec dissimulation involontaire. Peut-être le groupe était-il tombé dans une crevasse profonde, ou avait-il été enseveli par un éboulement. Dans ce cas, les corps ne seraient peut-être jamais retrouvés.
Pendant 3 semaines, les recherches avaient mobilisé des moyens considérables, 50 gendarmes, 20 guides bénévoles, 6 hélicoptères et même une unité cynophile spécialisée dans la recherche en montagne. Chaque jour, les équipes partaient à l'aube et ne rentraient qu'à la tombée de la nuit. Madame Fontaine, la propriétaire de l'hôtel, avait conservé les affaires de Stéphane et Ingrid. « Ils vont revenir », répétait-elle à qui voulait l'entendre. « Les gens ne disparaissent pas comme ça. » Elle avait raison d'être optimiste. Chaque année, des alpinistes portés disparus étaient retrouvés vivants après plusieurs jours, parfois dans des états précaires mais récupérables. L'espoir était toujours permis. Les parents de Sophie, André et Monique Caron avaient pris un congé sans solde pour participer aux recherches. André, ouvrier dans une usine automobile, n'était pas alpiniste, mais il refusait de rester inactif. « Je ne connais rien aux montagnes », avait-il déclaré, « mais je peux porter du matériel, préparer des repas, faire quelque chose. » L'affaire avait rapidement attiré l'attention des médias. 4 jeunes alpinistes expérimentés qui disparaissent sans laisser de traces, cela faisait les gros titres. Les journalistes s'étaient installés à Chamonix, interviewant les familles, les secours, les témoins. « Nous demandons aux journalistes de respecter la douleur des familles », avait déclaré le maire de Chamonix, Jean-Claude Fourcade. « Les recherches sont en cours et nous mobilisons tous les moyens nécessaires. » Mais la pression médiatique avait aussi ses avantages. L'histoire était diffusée dans toute l'Europe et des témoignages commençaient à arriver. Un berger affirmait avoir vu 4 personnes près du glacier des Bossons le 15 août vers midi. Un pilote d'hélicoptère de secours pensait avoir aperçu des silhouettes sur l'arête nord vers 14 ans. Malheureusement, aucun de ces témoignages ne menait à une découverte concrète. Les recherches au glacier des Bossons n'avaient rien révélé, et la zone de l'arête nord avait été fouillée mètre par mètre sans résultat. Après 1 mois de recherches intensives, les autorités avaient commencé à réduire les moyens déployés. Le capitaine Laroche avait dû prendre une décision difficile. Concentrer les ressources sur les zones les plus probables, tout en maintenant une veille passive. « Nous ne renonçons pas », avait-il expliqué aux familles lors d'une réunion tendue. Mais nous devons être réalistes. Avec les moyens actuels, nous avons exploré toutes les zones accessibles. Si nos 4 disparus sont dans une crevasse profonde ou sous un éboulement, nous ne les trouverons peut-être qu'au printemps, quand la neige fondra. Cette explication logique n'apaisait pas la douleur des familles. Klaus Müller avait engagé une équipe de guides privés pour continuer les recherches à ses frais. Pendant 2 semaines supplémentaires, ces professionnels avaient exploré des zones de plus en plus risquées, espérant découvrir un indice que les recherches officielles auraient manqué. « Nous avons descendu dans toutes les crevasses accessibles », avait rapporté François Delacroix, guide expérimenté engagé par la famille Müller. « Nous avons même exploré des zones techniques que peu d'alpinistes fréquentent. Rien. » Greta Müller s'était effondrée lors de cette annonce. L'espoir qu'il avait soutenu pendant des semaines s'évanouissait face à la réalité implacable de la montagne. Son fils, sa belle-fille et leurs amis semblaient avoir été avalés par les Alpes. L'automne 1996 avait été particulièrement difficile pour toutes les familles. Sans corps, sans certitude, le deuil ne pouvait pas vraiment commencer. Les disparus n'étaient ni morts ni vivants dans l'esprit de leurs proches, créant une situation psychologique particulièrement éprouvante. Marcel Renaud, mère de Jean-Luc, continuait à préparer le couvert pour son fils chaque dimanche midi. « Il va revenir », disait-elle à ses voisins inquiets. « Jean-Luc connaît trop bien la montagne pour être mort, il a trouvé un abri quelque part et attend le bon moment pour redescendre. » Cette négation de la réalité était compréhensible. Jean-Luc était fils unique et sa disparition laissait un vide immense dans la vie de sa mère. Son père, Pierre Renaud, ancien guide lui aussi, avait une approche plus pragmatique mais non moins douloureuse. « La montagne nous a pris mon fils », répétait-il. « Nous, les guides, nous savons que ce jour peut arriver, mais savoir et accepter, ce sont 2 choses différentes. » Les parents de Sophie avaient réagi différemment. André Caron était devenu obsédé par les recherches, passant tous ses week-ends dans les Alpes à explorer des zones reculées. Il avait appris l'alpinisme sur le tas,
poussé par l'espoir irrationnel de retrouver sa fille. Monique, épuisée par cette quête impossible, avait développé une dépression sévère qui nécessitait un suivi médical. André vit dans l'illusion, confiait-elle à son médecin. Il refuse d'admettre que Sophie ne reviendra pas. Moi, je sais qu'elle est morte, mais je ne peux pas faire mon deuil sans savoir comment. Au fil des mois, puis des années, d'autres théories avaient commencé à circuler. Certains évoquaient la possibilité d'un enlèvement, d'une fuite volontaire, ou même d'un accident avec amnésie collective. Ces spéculations, aussi farfelues soient-elles, témoignaient de la difficulté à accepter une disparition si complète. Un journaliste d'investigation, Robert Marchand, avait consacré plusieurs articles à l'affaire. Il avait remarqué quelques incohérences dans les témoignages et émettait l'hypothèse d'un événement que les autorités voulaient cacher. 4 alpinistes expérimentés ne disparaissent pas comme ça, écrivait-il dans un article paru dans un hebdomadaire local. Il y a forcément quelque chose que nous ne savons pas. Ces théories conspiratives n'avaient jamais été étayées par des preuves concrètes, mais elles entretenaient l'espoir des familles. Si les autorités cachaient quelque chose, alors peut-être leurs proches étaient-ils encore vivants quelque part. Le passage à l'an 2000 avait marqué un tournant psychologique pour la plupart des familles. 4 ans après la disparition, l'espoir de retrouver les disparus vivants s'amenuisait, remplacé progressivement par la nécessité de faire son deuil. Klaus et Greta Müller avaient organisé une cérémonie commémorative en août 2000, marquant le 4e anniversaire de la disparition. Sans corps à enterrer, ils avaient fait graver une plaque au cimetière de Munich. Stefan Müller, 1968-1996, disparu dans les Alpes qu'il aimait tant. « Nous devons accepter qu'il ne reviendra pas », avait déclaré Klaus lors de la cérémonie. Mais nous n'oublierons jamais son sourire et sa passion pour les montagnes. Cette acceptation n'était pas totale. Chaque année, à la date anniversaire de la disparition, Klaus montait au Mont Blanc et déposait une gerbe de fleurs près du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Ce pèlerinage annuel était devenu un rituel nécessaire à son équilibre psychologique. André Caron, quant à lui, refusait toujours d'abandonner. En 2003, il avait créé une association de familles de disparus en montagne, Espoir Alpin, qui organisait des recherches bénévoles et soutenait les familles dans des situations similaires. « Tant qu'il n'y a pas de corps, il y a de l'espoir », répétait-il lors des réunions de l'association. Cette phrase était devenue sa devise, son moteur pour continuer. À partir des années 2005, les effets du réchauffement climatique avaient commencé à se faire sentir de manière significative dans les Alpes. Les glaciers reculaient, la neige fondait plus tôt et plus rapidement, révélant des zones qui étaient restées gelées pendant des décennies. Chaque été apportait son lot de découvertes macabres. Des corps d'alpinistes disparus des années, parfois des décennies auparavant, étaient régulièrement mis au jour par la fonte des glaces. Ces découvertes, bien que tragiques pour les familles concernées, ravivaient l'espoir de ceux qui attendaient encore. En 2007, les restes d'un alpiniste disparu en 1954 avaient été découverts près du glacier d'Argentière. L'homme était parfaitement conservé, ses équipements intacts, ses documents d'identité lisibles. Cette découverte avait fait la une des journaux et relancé l'intérêt pour les disparitions anciennes. Si les glaciers continuent à fondre à ce rythme, avait expliqué le glaciologue Pierre Martineau lors d'une conférence, nous allons découvrir beaucoup d'autres corps dans les années qui viennent. La glace est un excellent conservateur. Cette perspective avait redonné espoir aux familles Müller, Hoffmann, Renaud et Caron. Peut-être leurs proches seraient-ils les prochains à être libérés par la fonte des glaciers. L'été 2014 avait été exceptionnellement chaud en Europe. Les températures records avaient accéléré la fonte des neiges et des glaces de manière spectaculaire. Au Mont Blanc, des zones qui n'avaient pas été exposées depuis des décennies commençaient à apparaître. C'est le 12 juillet 2014 qu'un guide de haute montagne, Alain Mercier, avait fait la découverte qui allait tout changer. Il accompagnait un groupe de clients allemands sur une voie de difficulté modérée lorsqu'il avait remarqué quelque chose d'inhabituel près d'un éperon rocheux.
Au début, j'ai cru que c'était un débris de matériel d'alpinisme abandonné, raconterait-il plus tard. Mais en m'approchant, j'ai vu que c'était un sac à dos partiellement enterré dans ce qui restait d'un névé. Le sac était orange vif, une couleur qui avait gardé son éclat malgré 18 années d'exposition aux éléments. Alain Mercier, professionnel expérimenté, avait immédiatement compris l'importance de sa découverte. Il avait photographié le sac in situ avant de le dégager soigneusement. J'ai tout de suite pensé aux 4 disparus de 1996, expliquait-il. Ce sac était exactement dans la zone où ils étaient censés passer. À l'intérieur du sac, protégé par plusieurs couches d'emballage étanche, se trouvaient des équipements photographiques en parfait état de conservation. 2 appareils photo, plusieurs objectifs et surtout une dizaine de pellicules soigneusement étiquetées de la main d'Ingrid Hoffmann. La découverte du sac avait immédiatement relancé l'enquête. Le capitaine Laroche, maintenant à la retraite, avait été contacté par son successeur, le commandant Patricia Durand. Cette femme de 42 ans, spécialisée dans les affaires criminelles, approchait le dossier avec un regard neuf. « Après 18 ans, nous avons enfin un élément concret », avait-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Ce sac va peut-être nous permettre de comprendre ce qui s'est passé le 15 août 1996. Les pellicules avaient été confiées à un laboratoire spécialisé dans la restauration de documents anciens. Le processus de développement était délicat. Après tant d'années, même parfaitement conservées, les pellicules pouvaient être altérées. Mais la qualité du matériel professionnel d'Ingrid et ses précautions d'emballage avaient fait des miracles. Les images sont d'une qualité remarquable, avait annoncé le technicien du laboratoire. Nous allons pouvoir les développer sans problème. Les familles avaient été prévenues immédiatement. Klaus Müller, maintenant âgé de 73 ans, avait pris le premier vol pour la France. Après toutes ces années, nous allons peut-être enfin savoir, murmurait-il, partagé entre espoir et appréhension. Le développement des pellicules avait révélé une série d'images qui bouleversaient complètement la compréhension de l'affaire. Les premières photos montrèrent le groupe en bonne santé, souriant, profitant de leur ascension. Puis, l'ambiance changeait progressivement. On voyait d'abord l'hélicoptère noir, photographié avec le téléobjectif d'Ingrid. Les images étaient d'une netteté saisissante, révélant clairement les caractéristiques de l'appareil. Un modèle militaire sans marquage, transportant une charge externe de forme rectangulaire. Ces hélicoptères ne sont pas français, avait immédiatement constaté un expert de l'aviation militaire consulté par les enquêteurs. Le modèle correspond à du matériel utilisé par des organisations paramilitaires dans les Balkans à cette époque. D'autres photos montraient le 2e hélicoptère, plus petit, en position de surveillance. Puis venaient les images les plus troublantes. Des hommes armés sur le terrain, déchargeant des caisses de forme caractéristique. Un expert en armement avait identifié sans difficulté le contenu des caisses. Il s'agit de containers standards pour le transport d'armes de guerre, avait-il expliqué aux enquêteurs. Fusils d'assaut, munitions, peut-être même des explosifs. Nous parlons d'un trafic d'armes de grande envergure. Grâce aux métadonnées des appareils photo et à l'analyse des images, les enquêteurs avaient pu reconstituer précisément la chronologie des événements du 15 août 1996. Les dernières photos montraient clairement l'approche des hommes armés vers la position du groupe d'alpinistes. Ils ont assisté involontairement à une opération de trafic d'armes, avait expliqué le commandant Durand lors d'un briefing avec les familles. Les trafiquants ne pouvaient pas les laisser repartir avec ces preuves. L'analyse des images avait permis d'identifier plusieurs détails cruciaux. L'un des hommes visibles sur les photos portait une cicatrice distinctive au visage. Un autre avait un tatouage particulier sur le bras. Ces éléments, croisés avec les bases de données internationales, avaient permis d'identifier certains membres du groupe criminel. Nous parlons d'une organisation internationale spécialisée dans le trafic d'armes vers les zones de conflit, expliquait l'expert d'Interpol. Les Balkans étaient en guerre, et il y avait une demande énorme pour ce type de matériel. L'enquête internationale qui avait suivi avait révélé l'ampleur de l'opération criminelle.
Le Mont Blanc, avec ses nombreux passages entre la France, l'Italie et la Suisse, offrait un corridor idéal pour les trafiquants. Les hélicoptères permettaient de transporter rapidement de grandes quantités d'armes sans passer par les contrôles douaniers. L'opération du 15 août 1996 était probablement l'une des nombreuses rotations, expliquait le procureur Alain Berthet. Ces criminels utilisaient les Alpes comme un pont aérien clandestin. Les investigations avaient révélé que ce réseau était actif depuis 1994 et avait continué ses opérations jusqu'en 1999, date à laquelle il avait été démantelé par une opération conjointe des polices françaises, suisses et italiennes. Mais à l'époque, aucun lien n'avait été établi avec la disparition des 4 alpinistes. Si nous avions eu ces photos en 1996, regrettait le commandant Durand, nous aurions pu remonter la filière immédiatement. Les informations contenues dans les pellicules d'Ingrid avaient permis de relancer plusieurs enquêtes internationales. Même 18 ans après les faits, certains membres du réseau criminel étaient encore en vie et localisables. En septembre 2014, une série d'arrestations coordonnées avait eu lieu dans plusieurs pays européens. Dragan Milošević, identifié comme le chef de l'opération grâce à la cicatrice visible sur les photos, avait été arrêté à Belgrade, où il vivait sous une fausse identité. 2 de ses complices avaient été interpellés en Allemagne et en Autriche. Ces arrestations représentent un aboutissement important, avait déclaré le juge d'instruction français chargé du dossier. Même si nous ne pourrons jamais ramener les victimes, nous pouvons au moins rendre justice. Lors de son interrogatoire, Milošević avait d'abord nié toute implication, mais confronté aux photographies, il avait fini par avouer partiellement les faits. Sa version des événements avait confirmé les hypothèses des enquêteurs. « Nous ne voulions tuer personne », avait-il déclaré. Mais ils avaient des photos. Notre organisation ne pouvait pas prendre ce risque. Le procès avait eu lieu en 2015 devant la cour d'assises de Bonneville. L'affaire avait attiré une attention médiatique considérable, non seulement pour le caractère dramatique de l'histoire, mais aussi pour les révélations sur le trafic d'armes dans les Alpes durant les années 1990. Klaus Müller, Greta Müller, André et Monique Caron ainsi que Marcel Renaud s'étaient constitués partie civile. Après 19 ans d'incertitude, ils allaient enfin connaître la vérité sur le sort de leurs proches. Nous savons maintenant que nos enfants n'ont pas été victimes d'un accident, avait déclaré Klaus Müller lors de sa déposition. Ils ont été assassinés parce qu'ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Cette vérité est douloureuse, mais au moins nous pouvons faire notre deuil. Les témoignages des familles avaient ému l'assistance. 19 années de souffrance, d'espoir et de désespoir s'exprimaient dans leurs mots. André Caron, qui avait passé tant d'années à chercher sa fille, s'était effondré en larmes lors de sa déposition. « J'ai passé ma vie à la chercher dans les montagnes », sanglotait-il. « Et tout ce temps, elle était morte à cause de criminels. » Le verdict était tombé après 3 jours de délibération. Dragan Milošević avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour 4 assassinats aggravés. Ses complices avaient écopé de peines allant de 15 à 25 ans de prison. La Cour retient la préméditation et la particulière gravité des faits, avait déclaré le président du tribunal. Les accusés ont tué 4 innocents pour protéger leurs activités criminelles. Les familles avaient exprimé un soulagement mitigé. La justice était rendue, mais elle ne ramènerait pas leurs proches. Klaus Müller avait résumé ce sentiment partagé. Nous avons la vérité et la justice, mais nos enfants sont toujours morts. Aujourd'hui, près de 3 décennies après la tragédie, les familles ont trouvé une forme de paix. Une stèle commémorative a été érigée près du téléphérique de l'Aiguille du Midi, portant les noms de Stéphane Müller, Ingrid Hoffmann, Jean-Luc Renaud et Sophie Caron. Chaque année, le 15 août, une cérémonie du souvenir y rassemble leurs proches et les membres de la communauté alpine. Klaus Müller, maintenant âgé de 82 ans, continue ses pèlerinages annuels, mais avec une sérénité qu'il n'avait pas auparavant. Savoir ce qui s'est passé a changé ma façon de faire le deuil, explique-t-il. Stéphane n'est pas mort par négligence ou par accident.
Il est mort parce qu'il était un homme bon qui s'est trouvé face au mal. André Caron a transformé son association Espoir Alpin en une fondation qui aide les familles de victimes de crimes dans les zones montagneuses. Sophie aurait voulu que sa mort serve à quelque chose, dit-il. Aider d'autres familles, c'est ma façon de l'honorer. Marcel Renaud s'est éteinte en 2018 à l'âge de 89 ans. Jusqu'à la fin, elle avait gardé la chambre de Jean-Luc intacte, mais elle avait trouvé la paix après le procès. Maintenant, je sais qu'il ne reviendra pas, avait-elle confié à ses voisins. Mais je sais aussi qu'il est mort en héros, sans rien faire de mal. Cette tragique histoire nous montre comment l'innocence peut croiser le chemin du crime organisé avec des conséquences dramatiques. 4 jeunes passionnés de montagne ont payé de leur vie le fait d'avoir été témoins d'activités criminelles. Leur courage involontaire et la prévoyance d'Ingrid qui a caché les preuves ont finalement permis à la justice de triompher, même 18 ans plus tard. Avez-vous remarqué les indices qui montraient que cette disparition n'était pas un simple accident d'alpinisme? Le comportement étrange des hélicoptères, la surveillance depuis le téléphérique, la disparition totale sans aucune trace. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire d'investigation vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour découvrir d'autres affaires résolues grâce à la ténacité des familles et au travail minutieux des enquêteurs. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères criminels élucidés par le temps.